Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien, même s'il fait un petit peu froid en ce fin de mois d'octobre, début de mois de novembre bientôt. Et donc on va débriefer la F1, le Grand Prix du Mexique. Et oui, c'était dimanche dernier, alors il y a eu un petit décalage, mais il fallait faire la moto Grand Prix aussi, hein. Je peux pas non plus être au four et au moulin, bah, l'expression de Dieu. On va faire le débrief un petit peu à l'ancienne, c'est-à-dire sans images, sans montage, voilà, en live. On commence avec les pilotes au top. J'ai décidé d'intégrer les Français dans les pilotes au top et dans tout ce classement. Donc du côté des pilotes au top, eh bien, et des équipes au top, on va commencer avec Mercedes, avec Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui gagne la course malgré une stratégie risquée, malgré le fait que son ingénieur n'était pas là, Peter Bennington, et malgré le fait qu'il a eu une voiture endommagée en début de course à cause d'un Verstappen un petit peu trop agressif. Il avait son fond plat qui était un peu endommagé, l'arrière du fond plat, hein, très clairement. Et pourtant, il arrive à s'imposer. Pourquoi? Stratégie risquée, mais stratégie payante. Un seul arrêt au stand. Il fallait le tenter, mais on pouvait le tenter. Pourquoi? Parce que les températures le dimanche étaient bien supérieures au reste du week-end. Le vendredi, on pensait que ce n'était pas possible, les pneus soft ne tenaient pas très longtemps, même les pneus médiums. On avait des problèmes de peluchage un petit peu sur les pneus, c'est-à-dire de gomme un petit peu qui s'enlevait par petits bouts comme ça, ce qui fait qu'on avait un pneu qui était très difficile à utiliser. Et bien là, Lewis Hamilton, il a fait part un petit peu de sa science de la course avec Mercedes. Mercedes qui est toujours capable de s'adapter à des conditions très changeantes. Ce que Ferrari n'est pas capable de faire, il faut bien le dire. Eh bien, Lewis Hamilton a frappé le premier avec une très très bonne stratégie, s'arrêter au bon moment pour faire simplement un arrêt au stand avec des pneus durs qui duraient extrêmement longtemps. Et pourquoi ils ont pu faire ça, Lewis Hamilton? Parce qu'il y avait un pilote qui s'était lancé avec des pneus hard, Daniel Ricciardo, et qu'ils ont bien vu que Daniel Ricciardo avait un très très bon rythme, l'Australien, en début de course, malgré le fait qu'il avait les pneus les plus durs de la gamme. Donc ça veut dire que ces pneus-là étaient les meilleurs ce week-end. Et donc Lewis Hamilton n'a pas hésité, Mercedes n'a pas hésité à prendre cette stratégie-là et donc à remporter la course avec peu d'avance, 1 seconde 7 d'avance sur Sébastien Vettel, mais c'était suffisant avec une voiture malgré tout endommagée à cause d'un Verstappen un petit peu trop excité sur ce week-end-là. Deuxième équipe pilote en forme, c'est Sergio Pérez, le pilote mexicain à domicile. Sergio Pérez qui a fait un bon Grand Prix, qui a fait plutôt un bon week-end, malgré le fait qu'en qualification, il a été éliminé dès la Q2, mais en fait, il avait la meilleure place sur la grille de départ. Il était 11e, c'est-à-dire qu'il avait le droit de choisir ses pneus pour démarrer le Grand Prix. Vous savez la règle, si vous êtes qualifié en Q3, les 10 pilotes qui vont en Q3 sont obligés de prendre au départ le train de pneus qui a réalisé le meilleur temps en Q2, ce qui est pas toujours bon, et donc il fallait mieux être 11e. On sait que Pierre Gasly aurait bien aimé avoir cette place-là, mais ça s'est joué à pas grand-chose. Ça s'est joué à moins d'un dixième entre les deux pilotes. Donc vraiment rien, mais c'est Sergio Pérez qui a récupéré cette 11e place. Enfin là le temps que je vous dis, c'est le temps je suis en train de me dire c'est le temps de Q3, c'est pas le temps de Q2. Le temps de Q2, l'écart devait être encore moindre entre Pierre et Sergio Pérez. Mais ensuite, bah voilà, il a pris les médiums, qui étaient des pneus qui étaient pas mauvais pour le début de course, bonne stratégie. Même si ça a été chaud à certains moments avec Daniel Ricciardo, ça a été un bon Grand Prix de la part de Sergio Pérez, qui permet à son équipe de conserver des points, d'être toujours très très proche de Renault pour cette bagarre pour la 5e place, et puis surtout de prendre un petit peu de points d'avance sur Toro Rosso, qui a eu un week-end un peu plus compliqué. Dommage que chez Racing Point, le deuxième pilote ne soit pas aussi performant, et Sergio Pérez, il est là quand même depuis de nombreuses années en Formule 1. Il a montré qu'il était performant malgré tout. C'est vrai que c'est un pilote qui, je pense, n'est pas fait pour aller dans un top team, parce qu'il l'a montré chez McLaren.
qu'il n'est pas forcément le pilote le plus intelligent, et puis je suis pas sûr que ça soit un très très bon metteur au point non plus Sergio Pérez, mais c'est vrai que cette saison il porte encore à bout de bras cette équipe Racing Point comme il l'a fait quelques fois, même si c'était moins le cas avec Ocon où il y avait une belle bagarre entre les deux pilotes. C'est vrai que cette année il redevient le taulier de l'équipe très clairement, et c'est lui qui a les meilleurs résultats chez Racing Point, bien devant Lance Stroll, mais encore un bon week-end, et puis ça fait toujours du bien un pilote de bien courir à domicile, et c'est ce qui s'est passé avec Sergio Pérez. Deuxième pilote et équipe, troisième pardon, pilote ou équipe performante, c'est Renault. Bon week-end de Renault, alors que le week-end de Suzuka au final s'est transformé un petit peu en catastrophe avec 7 pénalités qui je trouve est pour moi très difficile à comprendre. Ils se sont fait pénaliser Renault, donc ils n'ont pas les points de Suzuka, à cause d'un système qui indique un petit peu aux pilotes quelle répartition de freinage, quelle balance au niveau des freins il faut mettre à tel virage du circuit. C'est-à-dire qu'avant le virage, on vous met une petite lumière sur le volant, grosso modo, pour vous dire qu'à cet endroit-là, eh bien, il faut mettre 60% de répartition de freinage à l'avant, 40% à l'arrière, ou inversement, plutôt inversement, parce qu'on met rarement autant de freins sur l'avant. Mais voilà, pour la répartition du freinage qui est hyper importante pour avoir la stabilité de la voiture à l'entrée de la courbe. Ce système n'est pas illégal selon la FIA, mais pourtant, ils sont disqualifiés parce qu'on ne sait pas trop en fait pourquoi. C'est-à-dire qu'on nous dit que c'est pas illégal, mais en même temps ils sont disqualifiés. Alors ça irait un peu contre certaines réglementations de la FIA, mais ça serait pas illégal non plus. C'est-à-dire qu'on nous dit en fait très clairement que c'est un avantage procuré au pilote. C'est-à-dire que normalement c'est quelque chose auquel le pilote doit réfléchir par lui-même. Mais c'est quand même difficile à comprendre cette pénalité de la part de la FIA, mais c'est pas comme si c'était nouveau, parce qu'on a des pénalités qui sont un peu à la tête du client. Quand on voit Vettel tasser Hamilton dans la ligne droite, on aurait pu s'attendre à une pénalité. Ça n'a pas donné de pénalité, alors que des fois, pour des problèmes moindres, on a des pénalités. Et on pensait qu'avec le changement de directeur, Michael Masi qui a remplacé Charlie Whiting en début de saison, on pensait que ça allait modifier ce genre d'incompréhension. Eh bien, toujours pas. Il y a toujours des décisions qui me paraissent assez ubuesques. Celle-là, pour Renault, en fait partie. Bon, sinon, on revient sur le week-end de Renault du côté du Mexique. Eh bien, bon week-end, malgré des qualifications un petit peu comme Sergio Pérez, qui n'était pas idéal. 12e et 13e, on a même vu la colère, la frustration de Daniel Ricciardo, qui criait dans son casque après la pesée des pilotes en qualification. En course, par contre, Daniel Ricciardo, eh bien, il a pris la meilleure stratégie du week-end. Partir avec des hards, finir avec des médiums, ne pas utiliser les softs. C'était la meilleure stratégie. Il a tenu 51 tours avec ses pneus hard. Ensuite, un bon arrêt au stand. Lui, il n'a pas eu de problème technique lors de son arrêt au stand. Ça peut être le cas pour tous les pilotes sur ce week-end. Et bien, ensuite, voilà, ça déroule avec un bon rythme. Bon, il a tenté d'aller chercher Sergio Pérez, il n'a pas réussi après avoir fait un tout droit. C'est dommage, c'est la seule chose un peu décevante sur son week-end de course. Malgré tout, il a fait un bon Grand Prix, et puis c'est bien de le voir performer en course. Ça a été un peu compliqué parfois pour Daniel Ricciardo qui faisait des bonnes qualifs, mais des courses parfois un peu moins bonnes. Là, il a réussi à faire l'inverse, c'est-à-dire un début de week-end qui était compliqué, et puis il a réussi à bien rectifier le tir. Pareil pour Nico Hülkenberg, 12e en qualification, 10e en course. Même si l'avenir de Nico Hülkenberg, on ne le connaît toujours pas. S'il aura une place l'année prochaine en Formule 1, ça semble compliqué. Mais pour l'instant, on n'a toujours pas pris de décision chez Alfa Romeo. Et voilà, il y a des décisions comme ça qui sont repoussées. Donc, on ne connaît pas encore l'intégralité de la grille 2020 de la Formule 1. Il semblerait que Giovinazzi ait marqué des points, mais il a quand même eu des petits soucis, comme par exemple cet accident dans le dernier tour à Spa, qui c'est vrai ne joue pas en sa faveur, même si sur ces derniers Grands Prix, il est souvent devant Raikkonen en qualification, même si ce n'était pas le cas du côté de ce Grand Prix du Mexique. On reviendra sur le cas Alfa Romeo en dernière partie de vidéo. Mais bon week-end de Renault, qu'il continue comme ça. Et puis surtout, le travail 2020, on espère que la saison 2020 sera meilleure, parce que c'est vrai que
comme le disait Jacques Villeneuve, et je suis assez d'accord avec lui, on a l'impression que l'usine Renault est une usine un petit peu vieillissante et que ça met un petit peu de temps à dépoussiérer tout ça, surtout la portion d'Enstone, plus que la portion de Viry-Châtillon qui gère les moteurs. On rappelle, Viry-Châtillon gère les moteurs, Enstone en Angleterre, c'est pas très loin de Silverstone, gère la partie châssis. En fait, c'est l'ancienne usine de Benetton, de Lotus Grand Prix également, mais aussi de Toleman qui avait lancé, on se souvient, Ayrton Senna dans les années 80, en 84 précisément, pour la première saison d'Ayrton Senna. Mais bon week-end de la part de Renault. On passe maintenant aux équipes où ça s'est passé moyennement bien. On commence avec Ferrari. Encore un Grand Prix perdu par Ferrari, il faut le dire. C'était un Grand Prix où normalement la Ferrari devait être meilleure, même si, encore une fois, avant le week-end du Mexique, même si je fais plus de preview, je réfléchis quand même à qui peut être le favori. Et je me disais, certes, le premier secteur est favorable à Ferrari. Par contre, toute la deuxième portion du circuit, le secteur 3, le secteur 2, c'est quand même des secteurs où on demande beaucoup d'appui et où surtout on a la particularité au Mexique d'être à 2000 mètres d'altitude, l'air étant moins dense, l'air appuie moins bien sur les ailerons. Donc l'appui est il y a moins d'adhérence sur les Formule 1. Je t'ai dit, ça va quand même handicaper Ferrari sur les longs relais parce qu'ils vont peut-être plus dégrader les pneus. Ça n'a pas été vraiment le cas, parce que Vettel fait un bon Grand Prix, il n'y a pas trop de dégradation de pneus. Malgré tout, c'est problématique du côté de chez Ferrari d'avoir des performances un peu en deçà de ce qu'ils sont capables de faire. Et puis encore un week-end perdu à cause d'une stratégie où Leclerc fait la même stratégie qu'Albon, alors que Albon n'était pas forcément un candidat crédible au podium. Donc on comprend pas trop pourquoi Leclerc s'arrête aussi tôt alors qu'on voyait très bien que les pneus tenaient, qu'il avait plutôt un bon rythme. Là il perd complètement sa course, Leclerc. Ensuite, après il a fait des erreurs, il avait pas un très très bon rythme avec les pneus les plus durs. Du côté de Sébastien Vettel, là aussi on prend pas la décision de s'arrêter quand on est coincé dans le trafic, alors que c'est à ce moment-là qu'il fallait s'arrêter. Voilà, vous avez Bottas qui s'arrête à ce moment-là et Vettel s'arrête un tour plus tard et ils perdent beaucoup de temps dans ce mauvais choix stratégique. C'est quand même récurrent chez Ferrari depuis plusieurs saisons. Chez Ferrari, il y a eu la période Ross Brawn, Rory Byrne, Jean Todt, la période dorée de l'époque Schumacher. Depuis que les Italiens ont repris le pouvoir, c'est-à-dire depuis 2008, beaucoup d'erreurs se passent chez Ferrari. On se souvient du problème d'arrêt au stand à Singapour, c'était en 2008, d'une voiture ratée en 2009, d'une voiture qui n'était pas très performante en 2010, 2011, 2012. Même quand ils avaient une voiture performante, ils faisaient beaucoup d'erreurs de stratégie. Depuis quand même 10 ans, on peut pas dire que la Scuderia nous montre énormément de professionnalisme à certains moments. Il y a beaucoup d'erreurs bêtes, là encore des erreurs stratégiques, c'est le cas depuis 3-4 ans où les erreurs stratégiques s'accumulent et cette année c'est vrai que il commence à en avoir pas mal. Entre ça, vous rajoutez les soucis de fiabilité quelquefois, par exemple à Bahreïn cette année, mais auparavant également ils avaient eu quelques soucis de fiabilité. Une voiture qui n'est pas forcément la plus performante, vous perdez énormément de points sur la saison. Mais les erreurs stratégiques leur ont coûté, je dirais, 25, 30 points par rapport à Mercedes. Ça fait beaucoup trop par rapport à l'équipe Mercedes qui arrive toujours à s'en sortir. Alors vous allez me dire, c'est parce que Mercedes a beaucoup plus de budget. Non, je pense que le budget de Ferrari et le budget de Mercedes sont équivalents. Mais l'équipe d'ingénieurs chez Mercedes est plus performante, l'équipe de stratèges est plus performante que celle de chez Ferrari, il faut le dire. Ferrari, il va falloir arriver à récupérer des ingénieurs, des gens qui sont capables d'établir des stratégies de qualité et surtout de s'adapter plus rapidement à des changements de conditions entre les essais libres 2 et la course, parce que là ils se sont fait totalement avoir par ces changements de conditions avec les températures, encore une fois, qui étaient beaucoup plus chaudes lors de la course que lors des essais libres 2, et puis surtout une piste qui a été nettoyée plusieurs fois pendant le week-end avec la pluie, ce qui fait que ça a changé un petit peu le goudron et surtout la gomme n'arrivait pas à se mettre sur la piste. Mais voilà, des erreurs stratégiques du côté de chez Ferrari.
une voiture qui manque d'appui sur le deuxième et le troisième secteur, et ça fait un week-end où il finit simplement deuxième et quatrième sur cette course. J'ai pas parlé trop de Valtteri Bottas en passant dans les top pilotes, mais c'est vrai que Valtteri Bottas, un week-end en demi-teinte, une qualification assez moyenne sixième, une course où il finit troisième, avec un gros crash en qualification, où il prend 17G quand même, donc c'est costaud. Mais voilà, un week-end où il a eu quand même de la chance en qualification. Il a cassé sa voiture, mais il n'a pas eu de pénalité en réparant sa voiture. Il n'y a pas eu besoin de changer la boîte de vitesse. Alors pourtant, le choc était, encore une fois, assez violent. Donc, dans son malheur, il a eu un petit peu de chance, le pilote finlandais. On finit avec ses équipes ou ses pilotes où ça s'est moyennement passé avec Toro Rosso. Pierre Gasly finit 9e. Week-end plutôt intéressant pour Pierre, ça n'a pas été un week-end facile, 10e en qualif, 10e en course, enfin 9e en course, mais un week-end compliqué parce que il a eu le malheur de prendre des glaçons à Mexico. Et vous savez un petit peu la légende à Mexico, ne jamais se laver les dents, par exemple, avec l'eau du robinet, de jamais prendre une bouteille d'eau qu'on n'a pas ouverte soi-même. Pourquoi le syndrome du Mexique, la tourista, a frappé Pierre Gasly, comme également 150 mécaniciens dans le paddock. Donc beaucoup de gens ont été frappés par cette tourista à cause de glaçons qui seraient responsables de cette tourista. Et donc il a eu un week-end compliqué parce que la tourista, vous dormez pas très très bien quand vous êtes atteint de la tourista, et physiquement elle n'était pas au top du tout. Parce que vous perdez beaucoup d'énergie, beaucoup de calories. Le corps n'assimile pas les calories, vu que ça passe très très vite dans le tube digestif. Alors, je vous fais pas une démonstration d'une tourista. Donc voilà, week-end compliqué pour Pierre Gasly, mais il s'en sort plutôt bien, il chope 2 points. Il montre aussi en essai libre, quand ça se passait bien vendredi, quand il était au top de sa forme, que voilà, il peut être très rapide et qu'il était intercalé entre les deux Red Bull. Donc week-end plutôt très intéressant pour Pierre Gasly. Malgré tout, il n'y a que 2 points qui sont pris. Donc c'est pour ça que je mets un week-end en demi-teinte. Et de l'autre côté, Daniil Kvyat a eu le malheur de... Je sais pas ce qu'il a voulu faire avec Nico Hülkenberg dans le dernier virage. Mais la pénalité est totalement justifiée. D'un Daniil Kvyat qui fait quand même pas mal d'erreurs depuis son podium à Hockenheim, depuis qu'il a été... depuis qu'il sait qu'il est conservé par Red Bull, par le groupe, l'entité Red Bull qui gère Toro Rosso, je trouve qu'il commet beaucoup d'erreurs et qu'il va falloir un petit peu se remettre en question du côté de Daniil Kvyat, parce que voilà, accumuler les erreurs, c'est pas vraiment bien. C'est pas vraiment bon pour le pilote russe. On passe au bonnet d'âne désormais avec Red Bull. Pourquoi je commence par Red Bull ? Premièrement parce que quand on est un top team, on s'attend à faire mieux que 4 et 5 en qualification, même si Verstappen avait la pole provisoire. Je vais revenir sur cette pénalité, mais sur la grille de départ, ils étaient 4 et 5. Et puis on s'attend à surtout faire mieux en course que 5 et 6e. A quand même Albon 22 secondes, et puis Max Verstappen à 1 minute 08, mais il a eu un Grand Prix mouvementé. Donc on revient sur ce week-end du côté de Red Bull qui, deuxièmement, et voilà, je me souvenais de ce que je voulais dire, c'est décevant également parce que si on revient sur les années précédentes, Verstappen avait remporté les 2 dernières courses, et puis c'est un circuit où la voiture était toujours performante parce que c'est une voiture qui a toujours des ailerons énormément braqués, et ce qui fait que d'avoir un petit peu moins d'appui aérodynamique à cause de l'air qui est moins dense les aidait en ligne droite par exemple, alors qu'ils ont toujours eu des soucis de vitesse de pointe Red Bull depuis quasiment la création de l'écurie. Parce qu'ils ont toujours une voiture avec énormément d'appui, surtout depuis 2008-2009, où ça a été un petit peu depuis qu'Adrien Newey est à la tête de l'équipe technique et fait ces voitures-là. Bon, du côté du week-end, Verstappen, il ralentit pas en qualification lors de l'accident de Bottas, et en plus, il ose le dire en conférence de presse. C'est-à-dire, tu fais l'erreur et tu dis que c'est toi qui as fait la connerie. Dans ce cas-là, tu mens. T'essayes de mentir. Surtout quand ça parle de sécurité, la FIA n'aime pas trop rigoler là-dessus. Surtout que c'est con parce qu'il était en pole position.
Donc à ce moment-là, donc voilà, la sanction est tombée, 3 places de pénalité, donc il passe de la première place à la 4e place. Et puis il se retrouve à être un peu plus dans le milieu de tableau, et puis il y a ce premier virage où il tape Hamilton, où je trouve qu'il en fait trop. Tout ne se gagne pas au premier virage, mais alors on peut perdre beaucoup de choses. C'est ce qui est arrivé à Max Verstappen, qui était beaucoup trop chaud sur les 2 premiers tours. Et ensuite, ça lui ruine sa course, hein, bien entendu. Quand vous êtes obligé de faire un arrêt très très tôt, forcément vous pouvez pas rouler aussi fort. Et puis vous êtes obligé de faire un très long run avec vos pneus et puis de faire beaucoup de dépassements. Donc voilà, week-end compliqué pour Max qui fait 6e et qui, je trouve, depuis Singapour, retrouve un petit peu ses vieux démons de faire beaucoup de surpiloter, de surconduire, de pas toujours être très sage dans ses décisions. Or en F1, il faut être très froid quand on est au volant plutôt, d'une Formule 1, il faut toujours faire attention. Alexander Albon. Bon, Alexander Albon, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est il y a encore pas si longtemps que ça. Quand il a remplacé Gasly, on nous a dit Gasly c'est une sous-merde, et puis on nous a dit Albon c'est un génie, c'est un pilote fantastique, il va gagner des grands prix certainement avec Red Bull. C'était quasiment le discours que nous tenaient Christian Horner et Dieter Mateschitz. Au bout de 6 ou 7 grands prix sur la Red Bull, on voit qu'on est beaucoup plus mesuré sur Red Bull avec cette phrase de Christian Horner qui nous dit on commence à manquer de pièces pour les voitures Red Bull. Et ça m'a rappelé un petit peu cette phrase qu'on avait dit après, qu'avait dit également ce même personnage après les essais de Catalogne, où il nous avait dit, après l'accident de Pierre Gasly, on commence à manquer de pièces pour la voiture, ce qui donnait beaucoup de responsabilités sur les crashs. C'est vrai qu'Alexander Albon, il casse quand même pas mal de bagnoles. Hein. Là encore, en essai libre 2, je crois, ou 1, je ne sais plus, enfin vendredi, il casse la voiture. Et puis, en performance pure, il est quand même un ton en dessous pour le moment des top pilotes. Alors peut-être mieux que Pierre Gasly sur la Red Bull, mais en même temps, Pierre Gasly, il a payé un petit peu les pots cassés de cette voiture. C'est peut-être moins le cas du côté d'Alexander Albon. Mais bon, moi je suis pas convaincu encore par le Thaïlandais. Je pense pas qu'il soit bien meilleur que Pierre Gasly. Bon, l'avantage c'est que pour les deux pilotes, les jeunes pilotes Red Bull étant très mauvais en ce moment, ils ont de la marge avant d'être virés. Oui, on attend mieux quand même d'un pilote de top team qu'Alexander Albon. Et pour moi, il y a encore discussion pour savoir qui sera dans quelle voiture l'année prochaine, parce que cette décision est repoussée de plus en plus tard désormais pour savoir si Albon ou Gasly sera dans la deuxième voiture. On pensait que c'était fait pour Alexander Albon, mais il semblerait que ça soit un peu plus compliqué que ça. Deuxième pilote pas top, c'est Stroll. Bon, je ne vais pas revenir sur Lance Stroll. 12e alors que son coéquipier est 7e. Pareil en qualification. Éliminé en Q1 alors que son coéquipier est 11e. Donc voilà, 5 places d'écart pendant tout le week-end. Et puis un crash le vendredi également. Donc voilà. Heureusement que papa est là pour payer l'équipe, parce que c'est vrai que Stroll cette saison, il n'est pas exceptionnel, mais comme l'année dernière chez Williams. Bon, on va parler de Williams rapidement. On a bien senti que le dialogue est rompu entre Kubica et l'équipe, hein, parce que vu le dépassement qu'il nous a fait sur George Russell, un petit peu au chausse-pied. Week-end difficile pour Williams, mais Williams qui les enchaîne. J'espère qu'on travaille ardemment sur la voiture 2020 et que c'est pour ça qu'on n'est pas très performant avec la voiture 2019, mais j'ai des doutes là-dessus. Mais c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Chez Williams, tu sens qu'il n'y a pas de performance. Ils sont en qualification à 2 secondes de tout le monde, à part des As, mais bon, les As sont nulle part aussi, donc ils sont très très loin en qualification, et puis en course pareil, hein, pas de rythme pour les deux pilotes qui finissent à 2 tours des hommes de tête. On enchaîne avec As, dans la caverne des horreurs un petit peu de cette Formule 1.
Pas grand chose à dire non plus, une voiture qui est toujours autant incompréhensible, une équipe qui ne comprend pas la manière de marcher des pneus. Je pense une équipe technique qui est surtout en train de travailler énormément sur 2020 pour tenter de résoudre les problèmes et d'avoir une meilleure voiture l'année prochaine. Et puis de toute façon, une équipe qui n'a jamais réussi ses fins de saison. Parce que ils n'ont jamais réussi à faire des évolutions sur leur voiture. Ça continue encore cette année avec un processus de toute façon de travail qui est très mauvais. Parce que je rappelle que chez Haas, vous avez l'usine aux États-Unis qui ne fabrique pas les pièces, c'est Dallara, le constructeur italien qui fabrique les pièces. Donc ça fait des prises de décision qui sont beaucoup trop longues. Et puis en plus, cette année, on n'a pas écouté les pilotes quand un Romain Grosjean disait que les évolutions ne fonctionnaient pas. Donc quand on n'arrive pas à être professionnel, on en paye le prix. Et bien c'est le cas sur ce week-end. On continue avec Alfa Romeo, ça va de mal en pis chez Alfa Romeo, je trouve. J'arrive pas à comprendre quand Fred Vasseur nous dit « Ah, on a beaucoup progressé cette saison ». Je pense que son repère, c'est Melbourne l'année dernière, parce que si son repère, c'est la fin de saison ou le Grand Prix du Brésil, par exemple, 2018, ils sont beaucoup plus loin que l'année dernière au Brésil, par exemple, si on fait un point de référence. La voiture est pas très performante, Raikkonen a abandonné, avec la fameuse technique de j'ai un problème dans le moteur alors qu'il n'y a rien comme problème dans le moteur, là aussi il va falloir... C'est ça, ces abandons qui sont faits un petit peu exprès, ça m'énerve un petit peu. Et puis, Antonio Giovinazzi qui était 14e, de toute façon les deux étaient 14 et 15, c'était pas... très performant chez Alfa Romeo, mais la voiture n'est pas bonne. Je pense qu'il y a eu un parti pris en début de saison qui était de faire une voiture avec un aileron avant qui était très très bas et ça leur a mis des soucis sur l'appui sur l'arrière de la voiture et que ils traînent ce problème-là stratégique depuis le début de saison et ils ont quand même pas marqué énormément de points cette année Alfa Romeo et il n'y a pas un progrès contrairement à ce que nous veut nous faire croire Fred Vasseur, exceptionnel, et je pense que ça frustre énormément Kimi Raikkonen qui ne s'attendait pas à une saison aussi difficile. Et puis on finit avec McLaren. Et bien pour une fois, mauvais week-end de McLaren. Alors autant en qualification ils étaient là, 4ème force du plateau, 7 et 8, autant en course. Carlos Sainz n'avait pas du tout de rythme, il avait des pneus à l'agonie à chaque fois. Les pneus ne tenaient pas du tout la distance pour Carlos Sainz, et puis Lando Norris. Il y a eu les problèmes... En début de course et puis avec son arrêt ravitaillement qui est totalement raté. Ça me permet de passer sur les arrêts ravitaillement. Ce qui est magique, c'est qu'en F1 on reproduit les mêmes erreurs mais 10 ans après. Je vous parlais en tout début de Ferrari qui a raté un petit peu, en milieu de vidéo de Ferrari. On se souvient tous de Singapour 2008, c'était un système électronique qui avait dysfonctionné. Et on avait décidé ensuite de remettre beaucoup d'humains, on va dire, sur les systèmes. On a redécidé, parce qu'on veut toujours aller plus vite sur les aérostands, de remettre de l'électronique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu veux faire un aérostand dans 1 seconde 7, t'es obligé de mettre de l'électronique, sauf que quand ça marche pas, au lieu que ça dure 1 seconde 7, ça dure 12 secondes, ton arrêt, et voire même, ça fait des unsafe release, mais qui ne sont pas sanctionnés par la FIA. Mais là, ça aurait pu être très dangereux pour Lando Norris son arrêt, parce que le pneu n'est pas du tout serré sur la voiture, mais c'est quand même assez marrant de voir qu'en F1, on reproduit des fois les mêmes erreurs. Alors après, c'est dû aussi au fait qu'on a des arrêts désormais de 2 secondes et que 2 secondes, c'est très dur d'avoir un truc manuel, d'avoir un contrôle manuel en 2 secondes et qu'il faudrait peut-être imposer des temps limites d'arrêt au stand où c'est vrai que l'avantage, c'est quand on faisait des arrêts en essence, les arrêts étaient longs, mais essayer d'avoir des arrêts plus longs, c'est-à-dire peut-être avec moins de mécaniciens. On voit qu'en endurance, on n'a pas ce problème-là parce qu'on a des arrêts qui durent aussi 25 secondes, donc un arrêt est très pénalisant. Mais il faudrait peut-être réfléchir à ça. Parce que c'est pas la première fois cette saison qu'on a des problèmes avec des pneus qui sont mal accrochés aux voitures. L'année dernière, c'était énormément le cas. Il y avait eu beaucoup de soucis là-dessus. Il va falloir y réfléchir grandement à ces arrêts au stand dans les années à venir. Et comme à chaque fin de vidéo, on va faire un point sur les classements. Et on commence avec le classement pilote. Et on commence avec Lewis Hamilton, qui faudra plus beaucoup de points pour Lewis Hamilton pour être champion du monde aux États-Unis. Et il sera content d'être champion du monde des États-Unis avec les stars américaines qu'il adore côtoyer.
Deuxième, Valtteri Bottas, donc qui a maintenant un écart assez important. Charles Leclerc, troisième. Toujours la bagarre pour cette troisième place. Il n'y a pas qu'en moto Grand Prix. En F1 également, il y a une grosse bagarre pour cette troisième place avec 6 points d'avance pour Charles Leclerc sur Sébastien Vettel et puis 16 points d'avance sur Max Verstappen en plein effet. La sixième place du championnat, également grosse bagarre entre Pierre Gasly 77 points, Carlos Sainz 76 et Alexander Albon 74. Ensuite, on retrouve Sergio Pérez, Daniel Ricciardo, le deuxième français, Romain Grosjean, est toujours 17e du classement avec simplement 8 points et je suis pas sûr qu'il augmente ce total dans les week-ends de Grand Prix à venir. Du côté du classement constructeur, bon, Mercedes est champion depuis bien longtemps devant Ferrari et Red Bull. La bagarre pour la 4e place, ça semble quand même compliqué parce que Renault n'a récupéré que 5 points au final par rapport à McLaren, qui a quand même encore une avance assez importante avec 38 points d'avance, voilà, sur Renault, un petit peu de calcul mental. On retrouve ensuite la bagarre pour la 5e place, toujours aussi serrée, avec Racing Point et Toro Rosso à égalité avec 64 points, et qui ont donc 9 points de retard sur Renault, qui en a 73. On retrouve ensuite Alfa Romeo, quand je disais que la saison d'Alfa Romeo n'était pas exceptionnelle avec la 8e place, et puis Haas, qui a une saison extrêmement compliquée cette année, 9e, et ensuite Williams, dernier, avec un point rapporté à Kubica, on rappelle, du côté d'Hockenheim. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour faire le débrief du Grand Prix des États-Unis. En ce moment, c'est très chargé en sport mécanique. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et à la prochaine sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!